put 'em up for me. Yeah, two time, keep 'em up for me. Yeah. Il s'appelle pas Loki, lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. T'es sérieux, là? Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas? Ouais, mais c'est pas une raison. Ce sont des sujets, comme tu l'as dit, souvent qui sont traités soit par la comédie, soit de manière très légère ou très caricaturale. Et nous, on avait envie de regarder le mal en face, quoi. Regarder le racisme droit dans les yeux, pour ce qu'il est, sans complaisance et de manière radicale. Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Moi et mes potes, on va aller retrouver tes rascals de merde. Je veux être là. Faut qu'on le défonce. À travers Fred, ils sont amenés à se poser une question. Déjà, la première, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Et la seconde, c'est aussi comment on peut être attiré par la radicalité et comment on peut sombrer dans la radicalité parce qu'on reste dans une logique de haine. Amis du café, amis de la police, amis du cinéma bien fait, entre cinéma d'auteur, cinéma populaire, c'est pas bien clair. Les Rascals, que j'ai vus hier, coup de bol. On s'était contacté avec Jimmy, le réalisateur, Jimmy Laporal Trésor. Quel nom. Et en sortant du film, je lui dis, bon, il faut venir au poste. Il m'a dit chiche, et il est là. Jimmy Laporal Trésor. Bon, ton nom dit beaucoup de choses. Bonjour. Ton nom dit beaucoup de choses, et ton film parle de ça aussi. Oui, alors oui, je suis Jimmy Laporal Trésor. Oui, c'est forcément, on entend un petit peu mes origines, les Antilles. Tout le monde connaît Marius Trésor, c'est le cousin de ma maman. Et puis bon, Laporal, c'est vraiment un nom type. Si. C'est vraiment un nom typique de Marie-Galante. Je lis le pitch du film, puisque généralement, on passe soit 5 minutes à l'écrire, soit des mois à l'écrire, mais en fait, c'est le truc qui reste. Et en règle générale, il est bien foutu. Et je ne sais pas si ce sont tes deux co-scénaristes qui ont écrit le pitch ou si c'est le producteur. Mais en tout cas, je voudrais d'ores et déjà saluer le travail des scénaristes parce que l'histoire est très très bien troussée. Mais je pense on a une petite heure ensemble, on aura le temps de saluer leur travail. Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qu'il avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin de l'innocence. Ah, c'est chiant le décalage. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Ah, c'est bien résumé, mais c'est vous qui l'avez résumé. Ouais, je sais, ouais. Oui. Après, ça a été fait aussi avec l'équipe de production et il y a eu un petit ping-pong. Tu m'étonnes. Voilà, pour que ça soit au plus juste, qu'on spoile pas trop l'histoire non plus. Et on a essayé de travailler en bonne intelligence. Voilà, donc le film se passe en 1984 dans Paris et la région parisienne. Je te laisse planter le décor. On regardera la bande-annonce et après, j'ai 1000 questions et je sais que le chat en a aussi beaucoup. Que se passe-t-il en 1984 ? Le film, c'est quoi ? Alors, 1984, c'est une époque où la France est en train de changer. On passe d'un ancien monde, on va dire d'un vieux monde à un nouveau monde. C'est la fin de la lune de miel avec Mitterrand, parce qu'on est dans le tournant de la rigueur, donc on est en pleine crise, il y a beaucoup de chômage. C'est la montée aussi, la première montée de l'extrême droite, parce que les FN a fait ses premiers bons scores à Dreux en 83 et arrive à avoir ses premiers fauteuils de députés européens aux élections européennes. Et dans la rue, ça se cristallise. Alors, on avait une jeunesse qui était multiple, on appelait ça les tribus. Il y a plein de gamins, selon la musique qu'ils écoutent, qui s'habillent d'une certaine manière de penser ou de penser la société aussi. Et dans tout ça arrive une nouvelle espèce de skin qui s'appelle les bonnettes, qui sont racistes, politisés, ultra-violents, et ils ont un peu comme projet de mettre un petit peu au pas Paris, de nettoyer Paris aussi des engences non souhaitées en France. Et en toile de fond, il y a une nouvelle musique qui arrive, et ça va devenir la musique après plus tard des quartiers populaires, le hip-hop. Très bien résumé, très très bien résumé. Donc c'est un monde qui change.
c'est un monde qui change. Dans le pitch, j'aurais un petit bémol. C'est quand vous parlez de l'insouciance des années 80, parce qu'en fait, il y avait des choses peut-être plus simples qu'aujourd'hui, mais à titre personnel, je ne parlerai pas d'insouciance. Donc, le film démarre, Les Rascals, qui est à l'affiche depuis mercredi dernier. En fait, samedi, je vois un tweet de toi en disant très poliment, merde, il n'y a pas assez de monde. C'était vendredi. Venez ce week-end parce que, on l'a déjà dit ici au poste, tout se joue le premier week-end. C'est-à-dire que si le dimanche soir, les exploitants de cinéma ont pas fait leur beurre, et ben le lundi matin, ils disent au programmateur, écoute, le film, je le garde pas à l'affiche. Déjà, demain, est-ce que le film sera encore bien à l'affiche partout en France? Je pourrais pas te répondre parce que j'ai pas eu le producteur, enfin le distributeur en ligne hier. Ouais. J'étais en déplacement. Ouais, bien sûr. Donc je sais pas du tout ce qui se passe là avec le film. Moi, je continue à le défendre. Bien Je sûr. fais mon boulot. Je vais l'appeler tout à l'heure pour savoir, mais c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle tu es là. Donc aujourd'hui, si ceux qui nous écoutent, vous voulez voir le film, n'attendez pas jeudi. Allez-y aujourd'hui, mardi, avant le mercredi. Voilà. Non, c'est important. Il faut être là. Donc. On est dans les années 80. C'est une jeunesse qui semble complètement improbable aujourd'hui. C'est une jeunesse bigarrée avec des origines de partout, qui se retrouve dans une bande. Là, je parle des Rascals, qui se trouve dans une bande très rock'n'roll. En termes de comment dirais-je de fringues. Donc c'est très à ce moment-là le film, ton film n'en parle pas, mais c'est très influencé quand même par des films comme American Graffiti ou Grease, etc., qui ont vraiment beaucoup exporté cette imagerie-là. Déjà il y a musicalement un mélange des genres qui est assez incroyable, qui semble improbable aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé parce que là tu as 8 ans toi en 84, hein, fais pas le malin. Non, je fais pas le malin. Non, je sais. Donc, comment tu as travaillé cette chose-là? Comment tu as su que ça se passait comme ça pour reconstituer cette époque? Moi, pour dire la vérité, j'avais oublié cette époque. Parce que, effectivement, j'étais jeune. Et puis, je suis tombé sur un bouquin de Gilles Elie Cohen qui s'appelle Viking et Panthère. Alors, Gilles Elie Cohen, c'est un photographe qui a photographié une certaine jeunesse de France, en 82 et 83 précisément. Et il a suivi une bande, donc les Black Panthers, qui est une bande de rockabilly constituée d'Antillais, qui écumait les lieux de fête, les bals rockabilly, soit au Golf Drouot, à République à l'époque, sur les grands boulevards aussi, et les Del Viking, qui est une autre bande de rockabilly de l'époque. Et donc je tombe sur les photos, et quand je vois ces photos, ça ravive justement cette mémoire effacée, où effectivement, en 84, moi je vivais chez ma grand-mère. Mon oncle, qui avait 18 ans, effectivement, il avait un Teddy, il avait une espèce de coupe aviateur aussi, et habillé très, très rockab. Et puis, je me suis rappelé de toute cette mouvance rockabilly, finalement, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un revival du cinéma, enfin, une appétence pour le cinéma des années 50, 60, que ce soit James Dean ou Marilyn Monroe. Il y avait aussi dans les charts, il y avait quand même aussi des groupes rockabilly, il y avait les Forbans. Ah oui, c'est vrai. Si on les a oubliés, il y avait Jesse Garon, il y avait Dick Rivers aussi qui marchait très très bien dans les charts. Dans les pubs aussi, il y avait pas mal de la culture rockabilly aussi. On avait Victor Lied qui faisait une pub pour Perrier en 80 ou 82. Il y avait une pub Biop aussi qui reprenait l'esthétique rockab. Il y avait pas mal de choses. Il y avait à la télévision, tu parlais de cinéma. Bon, au cinéma, on a les Outsiders, on a les Wanderers, on a Rusty James. Bon, Rusty James, c'est un peu moins années 60. Mais et il y en avait aussi Happy Days aussi qui passait à la télé. Bien Donc sûr. en fait, il y avait ce truc. Je pense que c'est un peu chaque décennie, quand on est un peu en crise, on se tourne vers le passé, là où c'était un peu plus vert, là où c'était un peu plus heureux. Comme moi, quand j'avais 20 ans, dans les années 90, et on était très tourné sur les 70s. On était tous habillés en pâte def, Happy Flower, alors qu'on n'avait jamais connu cette époque. Et début 80, il y a vraiment eu cette petite, on va dire, ce petit mouvement rockabilly. Et c'était pas qu'à Paris. Il y avait aussi en Normandie, parce qu'on a découvert aussi les photos de Gilles Rigoulet, qui officiait en Normandie à la même époque. On a retrouvé plein de traces de ça dans la culture, partout en France, à la même époque.
avec mes copains en fouillant déjà même des skyblogs. Il y en a pas mal qui traînent sur Internet. Et du coup, moi, avec mes potes, on s'est dit, mais les Américains, ils ont plein de films sur les bandes, et nous, on a vraiment une culture des bandes à Paris. On n'a pas de film, et on a voulu faire un film qui retrace, qui fasse hommage à cette jeunesse. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de ton film. On va revenir, en effet, sur le bouquin. Là, j'ai mis l'affiche de l'exposition de Gilles Élie Cohen. Donc, on voit en effet cette jeunesse très rockabilly et qui est ultramarine, d'origine ultramarine. Pour la petite histoire. Bon, non, je t'en parlerai après. Là, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce du film pour bien saisir où on est. Alors, comme on a modifié des trucs, voilà, c'est ici, je la mets et on se retrouve dans 1 minute et 40 secondes. Ils portent leur blague sur leur blouson, c'est bouffon. Eh les filles, 15 balles, il va se prendre un râteau. Party don't start till I walk in. j'avais une bande, ils étaient 100 les gars. Mandal il arrive, boum, il sort son flingue. Et toi, Ahmed, t'as fait quoi? C'est Rico, putain. One time put 'em up for me, yeah. Two time keep 'em up for me, yeah. Il s'appelle pas Loki lui? On m'appelle plus comme ça depuis un bail. Il a déconné, Ricochet, le disquaire. T'es sérieux là? Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas? Ouais, mais c'est pas une raison. Il y avait écrit Rascal sur leur blouson. Celui qui a tabassé mon frère, c'était un arabe, en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter? Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Moi et mes potes, on va aller retrouver tes rascals de merde. Je veux être là. Je veux qu'on le défonce. Ahmed Morslaoui, ça sonne français pour toi? On est fils d'immigrés, on sera toujours mal placés ici. Alors, je vais être honnête, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que c'était très film de bande, très West Side Story, très Outsiders, très Les Guerriers de la Nuit, etc., qui est un genre en soi et qui est un très beau genre. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me suis dit finalement, bon, est-ce que Puis je suis allé au cinéma et je trouve que le film, il ne faut jamais juger évidemment un film à sa bande-annonce, mais la bande-annonce me semble un petit peu réductrice. C'est-à-dire que je trouve que le film est beaucoup plus politique et social, beaucoup plus un film d'auteur qu'un film de genre. Je pense qu'il est les deux en fait, mais la bande-annonce met plutôt, me semble-t-il, en avant le côté film de genre. J'imagine que ce n'est pas toi qui as fait la bande-annonce, tu n'es pas responsable, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis ou pas? Je sais que tu défends ton film pied à pied. Dès qu'il y en a je comprends, mais en fait, Non, bien sûr, non, mais je comprends, hein, tout à fait. Mais en fait, faire la bande, enfin, c'est compliqué de parler d'un film parce que il y a toujours l'enjeu de dire comment les gens vont percevoir le film. Il faut qu'on arrive à convaincre un maximum de personnes de se déplacer en salle. Et c'est vrai que nous, notre premier objectif, c'était de faire venir un public jeune pour leur faire découvrir cette histoire. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'est peut-être plus tourné en faisant la bande-annonce vers du genre pour leur montrer qu'en France, on ne fait pas que des films soporifiques. Et donc du coup, oui, je peux comprendre qu'on puisse se dire, ok, est-ce que le film est sérieux ou pas? Mais c'est toujours toute la difficulté de faire une bande-annonce. On a mis beaucoup de temps à la faire, vraiment beaucoup de temps. Et finalement, on a trouvé celle-là. On se disait que c'était un bon équilibre. Mais bon, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Et faire une bande-annonce, c'est vraiment très compliqué. Non, bien sûr. Mais... Surtout sur un film comme ça, parce que c'est un film hybride. C'est un film hybride qui comme tu l'as dit, c'est un film populaire, et en même temps, c'est un film politique, un film d'auteur. Et donc, comment tu fais pour en 1 minute 40 résumer tout ça? C'est hyper compliqué. Bien sûr. Mais non, bien entendu. Mais comme je pense que les gens qui nous regardent sont pas forcément attirés tout de suite par les films de bande, mais plus
par le propos. Je voulais juste dire, voilà, attention les amis, vous avez regardé une bande-annonce qui oriente le regard plus vers ça. Et en fait, c'est le regard des on va dire presque des 10 premières minutes où moi j'ai eu l'impression que tu jouais un petit peu avec les codes de ce genre-là. Et c'est là où le scénario arrive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas il y a l'histoire principale, celle que j'ai résumée dans le pitch et qui est un peu résumée en fait dans la bande-annonce. Puis après, en fait, il y a tout un tas de récits secondaires qui forcément vont pour certains converger, et c'est là où on voit qu'on est dans le cinéma, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a une écriture, c'est-à-dire que là c'est pas simplement un truc à l'efficacité, il y a des subtilités. On va parler évidemment des fachos. Les fachos, tu les présentes pas forcément comme on pourrait les présenter de manière complètement sommaire. Il y a des graduations chez les fachos, voilà. Il y a des familles de fachos. C'est pas tout à fait les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait au départ que toi, tu te dis j'ai envie de faire un film qui revient 40 ans en arrière? C'est quoi le but? Pourquoi être aussi nostalgique, monsieur Jimmy? Je sais pas si c'est la nostalgie, hein. Par contre, c'est vrai que nous, avec Virac et Seb, déjà, il y a cette envie de faire un film de bande. Et quand on se commence vraiment à se pencher sur cette époque, on se rend compte que on va parler forcément des skinheads, parce que c'est la mouvance centrale dans les bandes des années 80 qui va vraiment transformer le tissu urbain et comment les bandes se constituent aussi à l'époque. Parce qu'à partir du moment où les bonnets sont arrivés dans l'équation, les bandes qui se sont formées, c'était en réponse aux bonnets. Et ça a vraiment changé la dynamique et la logique de comment les bandes se sont constituées. Et donc, forcément, on s'intéresse aux bonnets. Forcément, ça va devenir politique. Et puis, plus on travaille dessus, plus on se rend compte qu'en parlant du passé, ça a beaucoup de résonance avec le présent aussi. Et voilà, hein, nous on est aussi bien Seb ou Virac, on a une façon de voir le monde, une opinion sur le monde, et du coup, on se dit on va faire ce film, on va y aller à fond et de manière radicale, parce que c'est vrai que ce sont des sujets, comme tu l'as dit, souvent qui sont traités soit par la comédie, soit de manière très légère ou très caricaturale. Et nous, on avait envie de regarder le mal en face, quoi, de regarder le racisme droit dans les yeux pour ce qu'il est, sans complaisance et de manière radicale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on laisse dire beaucoup de choses, laisse faire beaucoup de choses aussi qui sont intolérables par rapport à la devise de notre République, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Moi, tous les jours, j'ai l'impression qu'on chie sur notre devise et ça me fait mal. Voilà. Donc les Rascals se retrouvent aux prises avec une bande de skins, et donc je disais tu fais une graduation. Peut-être qu'on peut démarrer par ça. En 1984, tu viens de le dire. À ce moment-là, la terreur, on peut le dire comme ça, elle est menée par les bonnets d'un côté et les skinheads de l'autre, qui sont cousins. Enfin bon, on va pas refaire la généalogie. Au départ, c'est pas les skins sont pas forcément d'extrême droite, justement. C'est toute l'ambiguïté. Il y a un concert. À la base, non, ils le sont pas, justement. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc il y a un concert de la souris déglinguée qui va apparaître, la souris déglinguée qui justement symbolise cette ambiguïté qui peut y avoir dans son public, puisque à ce moment-là les skins viennent régulièrement fracasser les fêtes ici ou là. La musique est d'une importance primordiale, mais tu viens de le dire, 1984, c'est le moment où le Front National va avoir son plus grand score. On entend ça d'ailleurs dans un autoradio dans le film, son premier grand score aux élections européennes de 1984. 10 députés, Jean-Marie Le Pen, dans la fleur de l'âge, 55 ans, va à ce moment-là commencer à pourrir notre société. C'est pour ça que quand on va voir ce film, en fait, ça parle d'hier, mais en réalité, ça nous explique aujourd'hui, d'une certaine manière, je trouve. Je disais oui, il y a une résonance totale. C'est vrai que, en fait, ce qui est terrible, quand on a fini le film, la chose terrible qu'on s'est dite, c'est qu'on est 40 ans plus tard, on est dans les mêmes questionnements et limite la situation elle est pire, quoi. Parce que bon, à l'époque, on a 11 députés, 10 députés, 11 députés, c'est un drame national. Moi, je me rappelle qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, ça a été aussi un drame national. Je me rappelle que Libé avait titré La honte, un truc comme ça.
Et aujourd'hui, quand on a 90 députés, c'est dans l'indifférence totale, même limite, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont contents de ça. Et ça fait froid dans le dos parce que... Vas-y. Non, de toute façon, j'avais fini. Et il y a effectivement, là, le chat parle du procès des Barjols qui va se tenir là dans quelques jours, qui s'ouvre, qui s'est ouvert ce lundi, je crois. Il y a un retour de la violence physique d'extrême droite totalement décomplexée qu'on voit à l'œuvre. Alors, ce qui est très intéressant dans ton film, c'est que on voit aussi qu'il y a une ambiguïté entre les skinheads et le Front National. Il y a des histoires de couleurs d'affiches. Je laisse les gens qui n'ont pas encore vu le film de découvrir ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont quand même les hommes de main du Front National. Donc c'est bien aussi de rappeler qui étaient ces gens-là et qui sont encore aujourd'hui. Sur l'aspect purement documentaire, est-ce que c'est aussi simple pour toi de te documenter sur l'extrême droite de l'époque, sur les tenues, sur les coiffures, sur la gestuelle, que par exemple sur les bandes type les Rascals, c'est-à-dire ceux qui vont devenir des chasseurs de skins? La recherche, en fait, c'est assez facile de trouver finalement de la documentation sur les mouvements d'extrême droite parce qu'il y a eu des travaux universitaires, des recherches universitaires sur la question, sur les groupuscules d'extrême droite. Sur tout ce qui est bande, on a trouvé aussi des recherches. Après, ce qui est plus compliqué, en tout cas sur les looks aussi, c'est très simple parce qu'il y a plein de photos. Donc on peut trouver des photos, des reportages qui nous permettent de retrouver les looks assez facilement. Là où ça a été compliqué, c'est d'avoir accès en fait vraiment à ce qui se passait dans la rue à ce moment-là, parce que les histoires de rue, comme dit Loki dans le film, les histoires de rue restent dans la rue, et donc du coup c'est vraiment une culture très orale, et pour ça il a fallu qu'on retrouve des acteurs de l'époque, des gens qui faisaient partie de bande pour nous raconter comment ça se passait, et même toutes les ambiances de concert, des choses comme ça. On a eu des discussions avec Taïlu qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait, parce que tout ça, c'est de la mémoire vivante. C'est le chanteur de La Souris Déglinguée, hein. Oui, tout à fait. Mais tout ce qui est réellement dans le vivant, dans le quotidien de la rue, ça, il y a rien. Donc il faut aller chercher à la racine. Il y a quelques documentaires sur YouTube, parce que il y a des gens qui veulent me faire la leçon des fois sur Twitter, ça me fait marrer, comme si j'avais pas vu ces trucs-là. Alors sur le documentaire d'Ayoub sous les pavés, ou Antifa, bien sûr c'est le b.a.-ba, on regarde ça, mais en fait pour que ça soit de la matière intéressante pour nous, il faut qu'on arrive à croiser les informations. Si on n'a qu'une seule source, en fait ça sert à rien. Donc il a fallu qu'on croise toutes les informations qu'on avait pour essayer d'avoir quelque chose de pertinent pour raconter l'histoire. Alors, ce que je trouve très très bien fait et à mon sens très pédagogique, c'est on voit très bien comment dans ce film il y a des familles à l'extrême droite il y a une forme de porosité avec notamment un personnage qui est celui du professeur de droit d'Assas qui va jouer un rôle important, c'est-à-dire vous représentez, et là je trouve c'est la force de la fiction, c'est-à-dire que vous arrivez à représenter en quelques répliques, en quelques scènes, toute une nuance j'allais dire de brun, c'est-à-dire il y a le prof respectable, il y a donc ce personnage féminin extrêmement ambigu, élève du prof, sœur d'un des skins. Il y a le skin un peu élaboré, si je puis dire, et puis il y a vraiment la bidoche, quoi, le gros bras. Il y a le tenancier de bar qui joue différentes formules. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que tu as découvert par tes recherches, ou tu le pressentais? Oui, pour être honnête, pour te répondre, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi à l'époque j'avais 8 ans, les années 80, quand ça se finit, je suis ado, et pour moi tous les skinheads étaient racistes. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on pensait, on n'avait pas de recul par rapport à ça. Et donc, avec Sébastien Evirac, on a vraiment eu à cœur d'aller chercher la vraie information, pour pas rester dans le fantasme, dans le stéréotype, et on s'est rendu compte que l'extrême droite c'était une nébuleuse, avec plein de particularités, plein de comment on appelle ça,
plein d'obédience, plus ou moins nationaliste, plus ou moins royaliste, plus ou moins révolutionnaire, et on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué en fait. Moi, je pensais que l'extrême droite, avant de faire ce projet-là, c'était un bloc monolithique, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de courants de pensée complètement différents. Alors là, du coup, la difficulté pour nous, c'était de se dire, ok, mais on fait un film d'1h40, comment on arrive, très peu de plans, avec très peu d'éléments à faire comprendre, en tout cas, aux spectateurs, que l'extrême droite, c'est plein de courants différents. Et donc, du coup, on a réussi à synthétiser ça de manière très simple, mais après, bien sûr, c'est de la fiction, donc c'est de la vulgarisation aussi. Donc, du coup, c'est un film aussi qui invite, une fois qu'on a vu ce film et qu'on a été percuté par ce qu'on a vu, à aller faire ses recherches, à aller voir ce qui est réellement l'extrême droite, aller voir aussi ce qui est vraiment l'histoire du Front National, parce que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance Bien sûr. de ce parti. Ne serait-ce que quand on voit les déclarations qu'il y a eu, quand ils ont changé de nom pour dire que le RN n'est plus FN, quand on connaît l'histoire du FN, on se rend compte que c'est de l'enfumage. Parce que dès le départ, le projet du FN, c'est de devenir un parti traditionnel, qui sera élu de manière démocratique, et donc de devenir un parti lisse, avec une belle vitrine, quoi. Ça, c'est leur projet depuis le début. Donc, quand le RN nous dit qu'il a changé et qu'il est plus comme le FN, c'est faux. Ce n'est que la continuité de ce qu'ils ont fait depuis le début. Et voilà. Donc, moi, malheureusement, c'est vrai que la politique, moi-même le premier, à un moment donné, je m'intéressais plus trop à ça, parce que bon, je vois tous les mêmes, tous les pourris. Mais non, en fait, il faut s'intéresser un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage appelé Frédéric, cette jeune femme, Oui. comment, qu'est-ce qu'elle fait dans le film et comment elle apparaît dans votre écriture et quelle place elle a eue? Alors, Frédéric, c'est une jeune étudiante provinciale qui monte sur Paris pour faire ses études. On apprend un petit peu ses origines. Elle vient de Moselle. C'est une région de mines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a pris les enfants pour les enrôler dans la jeunesse hitlérienne. Donc, on apprend que son père fait partie de ces enfants-là. Donc, on imagine dans quel climat elle a pu grandir. Et son grand frère, Loki, Yann. Donc donc un père raciste forcément, avec une certaine violence, et ce qui va forcément planter des graines dans ses enfants. Loki, lui, dans notre histoire, il part assez rapidement quand il est à l'adolescence de la maison parce qu'il en a marre de ce racisme, il rejette ce racisme, en tout cas il part avec cette violence extrême, et Frédéric va rester là-dedans. Sauf que on va dire que ce racisme, cette petite graine reste latente, qui attend juste en fait le moment qu'il y a une injustice qui la frappe pour que tout d'un coup tout parte, quoi. Et nous, avec ce personnage-là, ce qui nous intéressait, c'était un petit peu notre cheval de Troie, c'est ce qui nous permettait de plonger dans l'horreur de l'extrême droite, de voir un petit peu exactement quel était le visage de ces partis. Et de manière, faire vivre aux spectateurs, d'être aux premières loges, c'est-à-dire, en fait, on invite le spectateur à s'identifier à Fred. Et à travers Fred, ils sont amenés à se poser une question. Déjà, la première, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Et la seconde, c'est aussi comment on peut être attiré par la radicalité et comment on peut sombrer dans la radicalité parce qu'on reste dans une logique de haine. Et Frédéric, pour ça, c'est un personnage qui nous amène là où on n'aurait pas voulu aller, et pourtant on y va, et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, sur la nature humaine notamment. Voilà, c'est ce que j'appelle moi le cinéma. Et d'ailleurs que effectivement, on se met à l'aimer ce personnage, alors que je laisse la surprise. Mais en tout cas, elle est ambiguë et on est ambigu avec elle. On est ambivalent, y compris quand on se retrouve dans un cinéma comme c'était mon cas hier. Je ne le savais pas. Est-ce que tu sais ce que c'est que les pâtés premium ? Ah oui, si, avec les gros fauteuils où on peut s'allonger. Oui. Alors, je te signale, ça coûte 10. J'ai jamais essayé, par contre. Alors, c'est bien. Je savais pas. Mais tu as passé le test premium. Bravo. Ça coûte 18 balles. C'est hors de prix. Mais bon, il fallait que je voie le film. Donc, voilà. Et donc, si tu veux, c'est des fauteuils tellement ergonomiques. Parce que tu peux, tu vois, monter le fauteuil devant, donc tu peux presque t'allonger derrière. Et donc, non, attends, c'est très risqué pour les films, parce que tu peux t'assoupir, tu vois ce que je veux dire. En plus, moi, je suis allé à la séance de 15 heures, parce que je voulais voir le film, je voulais t'inviter et tout ça. Donc, j'ai eu peur, je me suis dit, merde, est-ce que je vais m'endormir ? Pas du tout.
Pas du tout. Donc le film a passé le test premium. Non, moi je pense que c'est une grosse connerie leur truc de Yes. Non, mais par contre toi et l'équipe, offrez-vous ça quoi, parce que tu vois le repos du travailleur quoi. Et en partie parce que justement très vite on est pris dans cette histoire, même si on arrive avec c'était mon cas avec un a priori, c'est-à-dire que moi je suis du côté des rascals évidemment contre les. Enfin, je revis ton histoire, mais si ça n'avait été que ça, et si je n'avais été que alimenté dans cette vue, dans cette perspective, je me serais emmerdé. Or là, ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites comprendre d'autres logiques, vous nous faites entrer chez l'ennemi, quoi. Voilà. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité. Ouais. De la même manière que, et je pense que c'est extrêmement important, tu nous expliques que le racisme n'est pas le même selon ton origine, selon ta couleur de peau. Il y a une différence entre l'immigration maghrébine, une différence... alors justement, c'est très compliqué. Comment tu dirais, toi, immigration ultramarine? Non, puisque tu nais français. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est un paradoxe, en vrai. Oui, c'est un paradoxe en fait. Mais nous, on dit souvent qu'on est français avec des gueules d'étrangers. Et c'est un vrai paradoxe. Et en plus, même nous, dans notre chair, on le vit. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma grand-mère, j'ai toujours entendu des phrases qu'on entend normalement de la part de familles immigrées. Genre, fais attention, c'est pas ton pays, fais pas de vagues, reste dans le rang. Alors que, en fait, normalement, j'aurais pas dû avoir ce genre de réflexion. Mais ça, c'est parce que on est une ancienne colonie. Et ma grand-mère, elle est née en 31, donc elle est née en tant que sujet de France. Bien sûr. Et je pense que c'est resté dans sa tête toute sa vie. C'est encore une sujet de France. Pour elle, elle n'est pas française à 100%. Et comme j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 17 ans, elle m'a quelque part élevé dans cette mentalité, même si moi... pour être honnête, je me suis jamais posé la question tant que j'étais dans ce système scolaire, parce que j'étais bon élève, et je me suis rendu compte que c'était, mais c'est en tout cas, génial. que ma couleur de peau avait une importance pour la société quand je suis sorti du système scolaire. Donc là, c'est génial, parce que ce matin, je comprends qu'il y a quelques clins d'œil autobiographiques dans ton film, parce que la mère, le bon élève. Ah oui, pas qu'un peu. Oui, ça se sent. Ça se sent. Non, mais ça, c'est ça qui est très beau aussi. C'est que il y a une vitalité quoi dans l'écriture, dans la façon de filmer, dans la nécessité de raconter ça qu'on perçoit dès la première image. Merci. Je t'en prie. C'est bizarre ce décalage. Alors parlons des rascals. Voici l'affiche. Quels sont à grands traits, puisqu'on est déjà à 9h32 et que tu as un train à 10h13, hein, et que donc il s'agit pas de te le faire rater. Raconte-nous quels sont les personnages que nous voyons là sur l'affiche. Qui sont-ils et que font-ils? Alors on va aller de gauche à droite. On va commencer par Boboche, le petit blond au fond. Voilà. Alors Boboche, c'est les bons plans de la bande. En fait, on a dû le couper au montage, donc vous n'avez pas accès à une certaine information. Lui, il travaille à la radio et il file les bons plans du week-end de sortie et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il est au courant de tout, des concerts où on peut faire la fête et tout ça. Et Boboche, il idolâtre James Dean. C'est pour ça qu'il est habillé un peu comme ça et qu'il cultive sa ressemblance avec James Dean. Si jamais vous faites attention, il a vraiment une gestuelle. Il copie la gestuelle de James Dean pendant tout le film. Incroyable. C'est assez intéressant. Ouais. Après, on a Mitch, qui est le neveu de Rudy. C'est un jeune garçon d'origine antillaise. Il vit chez sa grand-mère. Effectivement, il est bon élève. Il a la possibilité de rentrer en Henri IV parce qu'il est vraiment très, très, très bon élève. Mais en même temps, c'est un petit con. C'est un petit con, comment dire, un petit rebelle, grande gueule. Ça, c'est Et autobiographique. qui aime bien danser le hip-hop. Parce que Ouais, j'étais un petit con, moi, quand j'étais petit. J'ai été trop une grande gueule, quoi. Ah, ouais. Je me suis assagi avec le temps, mais j'étais insolent, d'une insolence insupportable quand j'étais adolescent. Et donc, voilà, Mitch est comme ça. Et d'ailleurs, même son parcours, hein, pareil, j'ai pas Henri IV, mais en tout cas, j'ai pu postuler à un grand lycée au même âge. Et donc voilà, ça aussi c'est une trajectoire autobiographique. Et il est, lui, comme il est plus jeune, il est carrément pris dans la nouvelle génération avec le hip-hop qui arrive. Et lui, c'est la musique qui me plaît.
Ensuite, on passe à Mandal. Mandal, qui est le cousin de Boboche, le cousin germain de Boboche, parce que la Claire, c'est la mère de Mandal et la tata de Mandal. Et Mandal, lui, c'est le meilleur pote, quoi. Le big chubby, c'est celui qui va protéger ses potes et il est toujours prêt à mettre des patates pour protéger ses amis. Et c'est un grand cœur, un costaud grand cœur. Au milieu, on a Rudy. Alors Rudy, c'est le personnage qu'on va suivre le plus dans la bande. C'est le fils, on va dire le vilain petit canard de la famille. C'est un fils qui a tout pour être, qui fait tout pour que sa mère l'aime, mais en fait sa mère elle a un fils préféré, c'est le fils qui est pas là, qui est le père de Mitch, ce fils qui est pas là. Et en même temps, qui demande à Rudy, parce que c'est compliqué la vie pour elle de grandir, quoi, de prendre ses responsabilités, parce qu'il peut pas continuer à rester un éternel adolescent. Et lui, il est pris entre le désir de rester dans l'enfance et le désir de devenir adulte. Et c'est quelqu'un qui a ni sa place dans sa famille, ni sa place dans sa bande, ni sa place dans la société. Rico, c'est, on va dire, l'âme brisée du groupe. C'est quelqu'un qui a été brisé par son agression quand il était petit et qui va porter un masque social qu'on va voir pour une grande partie du film. Il va faire un petit peu le clown, l'abruti. Il est très énervant, il est très macho, très sexiste. Il aime bien draguer les nanas, il en parle mal aussi. Et c'est un mec qui est très mal dans sa peau. En vrai, c'est un mec qui veut partir de France parce qu'il se rend compte qu'il a pas sa place ici, qu'il aura jamais droit de chapitre non plus. Donc c'est un personnage beaucoup plus profond qu'il en a l'air au premier abord. Et puis il a une question d'identité, c'est-à-dire que il se fait appeler Rico alors qu'il est. Une question d'identité. Oui, parce qu'en plus c'est aussi historique. Hein. C'est dans les années 80, il y avait cette mouvance où il y avait beaucoup de Maghrébins qui prenaient des prénoms italiens juste pour pouvoir draguer les filles parce que. En fait, c'est difficile à s'imaginer, mais en tout cas, dans les années 80, être maghrébin, c'était compliqué en société française. Vraiment compliqué pour tout. Et donc, du coup, il y en a plein qui se faisaient appeler Gino, Rico, des prénoms italiens comme ça. Et donc, Ahmed, de son vrai prénom, fait la même chose. Et après, on a Sovan, qui est d'origine Khmer, qui est fini avec lui, qui est un réfugié politique, parce que effectivement, ses parents arrivent du Cambodge à cause des Khmers rouges qui ont envahi le pays. Et lui, c'est un dragueur, il est bagarreur, il est beau gosse, il est sensuel, et en même temps, c'est un petit peu le sage de la bande, le juge de paix, quand il y a des tensions entre tout. Voilà, et tous ensemble, ils forment les Rascals, et ils sont amis depuis l'âge de 10 ans. Ils forment les Rascals. Alors, il y a quelque chose de magnifique, c'est effectivement le mélange des musiques. Quand ils vont chez le disquaire, le dernier personnage est bouche bée devant un chanteur asiatique. Donc on imagine que c'est Taïdou, on ne sait pas, mais moi j'ai imaginé que c'était ça, que c'était la souris déglinguée, puisque l'autre lui dit mais t'écoutes du punk et tout, mais on voit pas la pochette. Ah, c'est génial, j'adore. Là c'est vraiment le truc pour tu vois, pour philatéliste, le mec la petite dent dans le timbre là. Bon voilà, c'est super. Et puis il y a effectivement le personnage qui est dans le Smurf. On reconnaît, ouais, on peut le dire, on reconnaît Sidney, et je pense que donc le présentateur de HIP. Là j'imagine que là aussi c'est un clin d'œil, parce que à l'époque, il n'y a pas, parce que Sidney a un certain âge aujourd'hui, je veux dire, mais ça passe, c'est-à-dire que là on voit que c'est. Mais c'est lui. Oui, je sais que c'est lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il a 20 ans. Oui. Il a pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, je trouve ça passe crème. Il y a pas de souci. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, il y a ici ou là des indices. Il y a des pochettes qui sont laissées chez le disquaire, etc. Il y a tout un univers. Et ça, c'est quelque chose de très beau, de retrouver ce maelstrom musical qui va se perdre après, où on va avoir des chapelles musicales, et où finalement il y aura assez peu de ponts entre les uns et les autres. Est-ce que là aussi il y a eu une documentation particulière de votre part, et comment ça s'est passé? Oui, alors pour la musique, la musique, en fait, on a vachement on savait par rapport, on a épluché les charts, mais j'avais aussi un souvenir des musiques des années 80 où il y avait vraiment beaucoup de courants musicaux différents. J'avais ce souvenir-là, et donc nos recherches, quand on a travaillé avec Brie Blanc, qui est notre superviseur musical, c'est qu'on avait comme enjeu de se dire, comme on n'a aussi pas beaucoup d'argent pour faire les années 80, s'immerger grâce à la musique aussi pour mettre une atmosphère globale, c'était aussi intéressant.
Et donc toutes les musiques qu'on entend dans le film, c'est des musiques qu'eux ils entendent, donc on appelle ça la musique diégétique, et on s'était dit qu'il fallait trouver des musiques qui soient pas des musiques qu'on a déjà entendues 20 fois dans les films années 80, et qu'on trouve justement des musiques de niche qui représentent chaque courant de l'époque et qui représentent aussi la richesse musicale de l'époque. Bon, c'était pratique, ça permettait déjà de dépayser le spectateur, d'avoir un regard plus de connaisseur, parce que les musiques sont plus de niche. Absolument. Et puis aussi, par rapport à notre budget, parce que encore une fois, on a un petit budget, ça nous permettait aussi de rentrer dans les cases, parce que bon, c'est vrai que si on avait dû prendre un morceau de Michael Jackson, par exemple, on aurait eu 10 jours de tournage en moins, quoi. Donc, c'est aussi pratique. Il suffisait de faire ce que vous avez fait, mettre la pochette de Michael Jackson sur le mur, et il est là. mais gratos. Donc, exactement. Donc c'est malin. Alors, cette bande de joyeuderie, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, ils sont plutôt là pour aller draguer les filles, enfin la plupart. Bon, ils ont une vie pas très marrante. C'est quand même beaucoup des prolos. Etc. Mais il se politise par la bagarre, c'est-à-dire que il y a ce moment déclencheur qui est au tout début du film, donc je ne dévoile rien, de deux des personnages. À l'époque, ils ont 11 ans. C'est bien avant 1984. Ils se font bastonner par un type et ils vont le retrouver. C'est le pitch. Ils vont le retrouver. Ce type à l'époque était skin, etc., devient disquaire. Et est-ce que cette politisation, moi je la vois comme une politisation express par la baston. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire, ou je me suis égaré? Non, c'est le sens de l'histoire, parce que quand on regarde bien les bandes avant, justement, je disais un peu plus tôt que les Bonheads avaient cristallisé une nouvelle logique, un nouveau paradigme pour la formation des bandes. Avant leur arrivée, en fait, les gens se rassemblaient en bande juste parce que pour le kiff. Par exemple, les Panthers, quand ils se sont rassemblés, outre le fait qu'il y avait des agressions faites par des rebelles et des PED, la dernière fois j'étais à Radio Nova avec l'un d'entre eux, il me disait qu'en fait, moi, à la base, on s'était rassemblés parce qu'on kiffait danser le rock et aller dans les balles ensemble. C'était ça qui les rassemblait. Donc il y avait un rassemblement qui était fait pour des raisons positives. Et à partir du moment où les Bonheads se sont un peu emparés de certaines rues de Paris, certains quartiers, les bandes se sont plus rassemblées pour des raisons positives, elles se sont rassemblées dans une logique d'autodéfense. Donc c'est une autre logique. Et donc avant c'est pour le kiff, et puis après c'est la raison est plus politique. Et donc c'est ce qu'on retrouve avec les Rascals. Au début ils sont ensemble parce qu'ils sont potes, c'est pour le kiff. Et à la fin, et puis après, par rapport à ce qui va se passer avec les bonhommes, à la fin, quand on a l'épilogue, on comprend que c'est la réunion, enfin que le lien, ce sera plus seulement un lien d'amitié, il y aura autre chose, plus politisé en fait. Et c'est le sens de l'histoire, tout simplement. Alors, Et oui, j'ai vu qu'il y avait Delgrès. Oui, j'en ai pas parlé de Delgrès pour la musique. Effectivement, c'est hyper important. Delgrès, absolument. Une fois qu'on avait fait la musique diégétique, la musique de film, et la musique de film, nous on voulait que le film ait une identité rock'n'roll. Mais en même temps, il nous fallait l'identité créole, parce qu'on suit quand même la famille de Rudy. Et j'ai découvert Delgrès grâce à Manuel Chiche, qui est le producteur du film. Et quand j'écoutais leur morceau, j'ai tout de suite trouvé que c'était en adéquation avec l'univers des Peignets, parce qu'ils font du hard blues, ils chantent en créole. Et donc on s'est rencontrés assez rapidement avec Pascal Danet, et il a accepté de faire la musique. Et la musique qu'on entend au générique de début, c'est une musique qu'il a fait en 3-4 jours. C'est un premier jet. Et tout de suite j'ai compris qu'il avait compris l'univers du film, et donc on est parti pour le reste. Voilà. Alors c'est pas les bonnets, c'est les Bonheads. B-O-N-E-H-E-A-D-S. Voilà. Bonhead, c'est la tête rasée en fait. C'est ça, ou qu'est-ce que ça veut dire, bonne? Comme moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est en fait Je sais pas, Jimmy. C'est la tête à l'os. Ça veut dire. C'est ça, la tête à l'os. Ça veut dire tête. C'est tête osseuse. Tête osseuse, ça veut dire qu'on est vraiment rasable. Ah, c'est ça. C'est pas mon cas. Ouais. Chacun son truc. Non. Alors, il y a un truc génial dans le film. Alors là, qu'est-ce que j'ai été heureux. C'est le langage. Parce qu'il y a tout un tas de langues qui sont racontées. Certaines sont perdues.
Je pense que le loup chez Bem est perdu. Il y a une scène vraiment très belle, très douce, très innocente, où les Rascals parlent en loup chez Bem. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Et le petit blondinet, il comprend pas. Et il essaie de savoir, mais comment donc qui était au départ la langue des bouchers, des bouchers des Halles ou de la Villette, je sais plus. Et en effet, dans les années 80, il y a l'argot qui est encore très fort, il y a le verlan et il y a le loup chez Bem, et il y a donc cette scène sur le loup chez Bem, puis il y a aussi tous les dialogues créoles, en créole, tous les dialogues. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette joie de travailler la langue? Ouais. En fait, déjà, lesquels? Louche-Bem? Le Louche-Bem. Oui, on a tout sous-titré. Tout ce qu'on ne peut pas comprendre, on les a sous-titrés. Ouais, on le sous-titre. Et le créole aussi, on sous-titre. Ouais. Absolument. Et c'est là où il y a un effet de sens absolument extraordinaire, c'est qu'on comprend pourquoi. Alors pour le créole, non, parce que c'est naturel, mais pourquoi des gens vont appliquer une langue qui n'est pas officielle? C'est justement, c'est un code. Et si nous, en tant que spectateurs, on a besoin de sous-titres, c'est qu'on est exclu de cette conversation. Et donc là, je trouve qu'il y a un effet de sens qui est vachement bien en fait. Parce que comme ça, on peut suivre la conversation, mais on voit bien qu'en effet, c'est une culture qui est en train de naître, qui est en train de se faire. Alors, comme je n'ai dit que du bien du film, j'aurai 2 petits bémols. Justement sur la langue, oh non, mais te redresse pas, tout va bien. Plusieurs fois, il y a des expressions que j'ai trouvées très très actuelles, très contemporaines. Le « t'es sérieux ». T'es sérieux là? Je suis pas sûr qu'il y a 40 ans, il faudra regarder. C'est un détail. Ouais, on aurait pu te dire sérieusement, peut-être un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'après, malheureusement, on fait des prises, et puis des fois, on garde la prise la plus dynamique, et on a affaire à des comédiens qui ont 20 ans aujourd'hui. Et donc c'est vrai que des fois il y avait des expressions qui sortaient, je devais couper des scènes parce qu'ils sortaient des expressions naturellement. C'est pas grave. Et puis des fois il y a l'énergie qui l'emporte. Laisse tomber, on laisse passer quoi. Mais oui, forcément il y a forcément des erreurs. C'est pour te titiller, voilà. Mais je l'ai écrit pour annoncer l'émission. Je pense que dans ta bande d'acteurs, ils sont tous très jeunes. Enfin, je sais pas, il y a un côté presque nouvelle vague là. C'est-à-dire, à mon avis, il y en a qui vont avoir des propositions là, parce que ça joue très bien, tout le monde joue très bien, etc. Donc c'était juste pour t'embêter. En revanche, plus important, il y a un grand absent, je trouve, dans le film, c'est le sida. Or 84, 86. Oui. C'est parce qu'en fait, en 84, si tu te rappelles bien, le sida, c'est considéré comme la peste homosexuelle. Absolument. Et donc, comme là, on voyage pas dans les sphères homosexuelles dans mon truc, parce que bon. Oui. Donc, pour les bandes comme ça, même s'il y a déjà le sida qui fait déjà des ravages, ils se sont pas concernés. Et d'ailleurs, moi, je sais que les premières personnes que j'ai vu mourir, c'était des amis de mes tantes et tout ça. C'était des gens qui étaient vraiment plus du monde de la nuit, quoi, qui allaient faire la fête dans les discothèques et trucs comme ça. Et les bandes, les premiers morts arrivent un petit peu après. Mais ça, en fait, c'était un truc. C'est plus un truc qu'on va garder nous pour le projet de série, justement. On a une arche sur un personnage. D'accord. Qui effectivement fait partie d'une bande, qui on va dire, comme on dit maintenant, un queutard, et qui finalement, lui, va contracter le virus du sida, quoi. Mais après, c'est vrai que tu fais un film d'1h40, donc tu peux pas non plus partir dans toutes les thématiques, tu peux pas tout embrasser. Mais mais c'est vrai que t'as raison. On aurait pu le mettre. Comme un truc, tu vois, comme une menace qui était en train d'arriver justement. Mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai quelques années de plus que toi, et c'était juste pour te partager ce truc-là. C'est-à-dire que le SIDA, c'est comme. Mais non, mais je me rappelle très bien. Quand vous parlez dans le pitch de perte d'innocence, là, c'est frontal, parce que justement la génération d'avant, celle de 68, qui a connu la libération sexuelle, elle aura pour toujours cet avantage sur la génération des 20 ans dont j'étais dans les années 80. Voilà, c'était juste, je me suis dit, tiens, est-ce qu'à un moment donné ça va apparaître? Mais là aussi, c'est absolument un détail. Tu parles
souvent dans les entretiens, il reste 8 minutes de Ciao Pantin, et là aussi, ça me fait grand plaisir, parce que Ciao Pantin, pour toi, c'est le Paris poisseux. J'indique à tous ceux qui ne le savent pas que la station-service de Coluche dans Ciao Pantin, elle existe toujours. Elle est à Stalingrad. Non. Tu le sais pas, ça? Ah, génial. Ah non, Non, je pensais qu'elle avait été éclatée. Non, donc du coup, ouais. Non, Bah, c'est très intéressant à savoir parce que justement pour notre série, on a besoin d'une station-service encore dans son jus. Donc si elle est encore là, elle est encore là, elle est encore dans son jus. Et fais pas chier le pompiste parce qu'il en a marre qu'on lui dise ouais, c'était là, tu vois. Non, il y a plus grand monde. Mais elle est, oui, c'est à Stalingrad, je te promets. C'est au pied du métro. C'est comme dans le film de Claude Berry. Et bref, c'est une référence pour toi. Tu peux nous expliquer en quoi? Bah, totalement. En fait, c'est déjà la référence pour comment il dépeint Paris, le Paris tel qu'on connaît nous, en tout cas, quand on a vécu à Paris à cette époque, c'était crade, c'était un coupe-gorge, c'était dangereux. C'était pas le Paris de carte postale qu'on peut voir dans toutes les fictions. Oui. Et puis, il y a une direction artistique hyper tranchée dans la lumière, la manière dont tu utilises les lumières rouges, la lumière verte. C'est vraiment une codification hyper forte. Et ça, en fait, comment on utilise les couleurs aussi bien dans la lumière que dans les costumes, c'est quelque chose aussi que je suis allé chercher dans ma DA pour signifier des choses de manière inconsciente. Par exemple, le rouge dans le film, partout où tu vas voir du rouge, que ce soit présence des corps ou dans la lumière, ça, c'est comme si je t'alertais qu'il allait se passer quelque chose de pas très... que c'était une zone dangereuse, quoi. Et donc, il va forcément se passer quelque chose. Donc, on joue avec les codes des couleurs. Rien n'est laissé au hasard. On a vraiment tout réfléchi, aussi bien la lumière, les costumes. Les vêtements aussi évoluent avec au fur et à mesure du film parce que l'émotion des personnages évolue aussi. Donc on a vraiment eu une réflexion comme ça, scène par scène, avec toute l'équipe artistique, qui serait décor, maquillage, costume et lumière. On a réfléchi tout ça ensemble, du début à la fin du film. Et donc pour moi, Ciao Pantin, ça a été un exemple pour ça. Qui est un film magnifique avec un Coluche extraordinaire. Et un Richard Anconina. Il est sur Netflix pour ceux qui l'ont pas eu. Ouais, il est sur Netflix pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous invite à le regarder. Allez le voir. Ah vraiment, non vraiment, c'est un magnifique film. Tu parles du Paris de l'époque. Il y a une scène, on la voit, c'est, elle est là. Il y a, non, ça c'est non, là je me gourre. Il y a une scène dans le métro. Est-ce que tu peux nous raconter comment un réalisateur comme toi, c'est le premier film, peut avoir accès à une vieille station de métro qui soit encore un peu dans son jus, avec de la faïence très jolie, etc. Il y a voilà, et une vieille rame. Comment ça se passe avec la RATP? À la RATP, eux, déjà ils sont surchargés. Ils en reçoivent des demandes de tout le monde, et puis il faut faire une demande. Il faut motiver cette demande parce qu'il y a tu peux pas tourner tout et n'importe quoi dans le métro. Ils ont une charte. Et donc, déjà, il faut réussir à les convaincre du projet. Une fois qu'ils sont convaincus, après, il faut leur dire exactement ce que tu vas tourner. Il y a des choses que tu peux pas faire. Par exemple, la scène du métro, à l'origine, on voulait mettre un chien, une espèce de mastif qui allait participer à cette séquence. Et on nous a dit non. Pas de chien, type pitbull, mastif, dans l'enceinte du métro. C'est interdit. Donc, du coup, là, il a fallu repenser la scène, mais voilà, faut vraiment montrer exactement ce que tu vas tourner. Donc la scène a été storyboardée, donc tu savais exactement ce que j'allais faire pour avoir l'autorisation. Et après, c'est très timé. La station, c'est la station dédiée qui apporte des lilas. C'est ça. On peut customiser un petit peu comme on veut, et qui est déjà une station dans son jus, pardon. Et après les couloirs, on a eu accès, mais c'est à l'heure de la fermeture du métro, entre 1h et 5h du matin. Voilà, c'est ça. Et il existe aussi quelques stations fantômes qui peuvent servir de décor pour le cinéma. Il reste 4 minutes. Je voudrais juste expliquer pourquoi le film m'a autant touché. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le New Moon sur une salle de concert à Pigalle. Et j'ai retrouvé, en fait, en rentrant chez moi après le film, je me suis dit, mais le film me dit quelque chose. Alors, je me permets de lire trois phrases. Mamar était un noir, un fier, un Black Panther. Sa bande traînait du côté du pont de Sèvres. Il y avait aussi Zinkou et Jida qu'on croisait au New Moon.
c'est la salle de concert. Le premier manager de la Mano Negra leur avait offert l'hospitalité quelque temps plus tôt dans une MJC dont il avait décrété, en toute sauvagerie, être le directeur. Panther et Mano feront un bout de chemin ensemble à coups de slam et de service d'ordre. C'était les 12 années où François publiait des cartes sensationnelles intitulées « 2000 à se partager Paris ». On y lisait des noms de gangs qui faisaient trembler ce qu'il fallait, et qu'importe si le quotidien racontait n'importe quoi et mêlait rappeurs et caïds, les requins vicieux, Maniac Posse, Black Dragon, Dernier Salaud et autres NTM de Saint-Denis, situés à Épinay sur la carte, les pauvres. Le schéma était parsementé d'étoiles, comme autant de lieux de rencontre et d'affrontements. Pigalle était une des étoiles. Voilà, c'est juste pour te dire que ça m'a fait revivre ton film m'a fait revivre un petit peu ça, quoi. Ce moment où il y avait, où le périphérique, finalement, on l'explosait un peu, quoi, tu vois. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. C'était aussi un des enjeux du film, c'est de faire revivre les années 80 d'une manière inédite, pas d'une manière fantasmée, plutôt authentique, donc ça me fait plaisir. Tu as dit, ça va être une série, après je te libère, tu vas prendre le train. Tu as dit que vous alliez faire une série. Alors moi, j'avais cru comprendre que la série, c'était plutôt l'adaptation de ton précédent court-métrage, puisque là, c'est ton premier long-métrage. Court-métrage. Non, la série, c'est un mélange des deux. C'est comment? Tu peux nous en dire plus ou pas? Oui. Alors la série, ça s'appelle Black Mamba, donc c'est vraiment raconter l'histoire de jeunes qui se sont organisés en bande, justement pour répondre à la menace Boned, et comment on part d'une idéologie d'autodéfense plutôt légitime, et comment en fait cette bande va dériver petit à petit dans la délinquance après être passée par la chasse au ski. Donc c'est vraiment raconter ce qui s'est passé en banlieue parisienne, en région parisienne, entre 88 et 92. Et ce sera pour quand et pour où? Alors, on fait ça avec Canal+. Donc, du coup, nous, on est sur le pilote. Donc, on sait quand on commence, mais on sait pas quand on finit. Hein, quand on commence à écrire une série. En tout cas, bon vent, bon train déjà, mais bon vent. Allez voir le film. Et mon cher Jimmy, je viens de retrouver en même temps que tu parlais la fameuse carte, la fameuse carte de François. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. À l'époque, ça avait été un cataclysme. C'est n'importe quoi cette carte. Déjà, François. Ouais, je me rappelle. Tu t'en souviens de ça? C'est complètement fou. Ça c'est un tout petit peu après toi. C'est 89, un truc comme ça, je crois. Voilà. Bon, ouais. C'est un peu aussi la cartographie de la série. On voit les zones de combat en étoiles et tout ça c'est incroyable. C'est incroyable. On se croirait dans les Warriors. Absolument. Alors, Saul Caribou nous dit, le film a l'air super. Je négocie pour pouvoir le passer dans notre petit cinéma. Je vous rappelle que vous pouvez le faire. Effectivement, demandez si dans votre ville le film n'est pas à l'affiche. Vous dites, vous allez voir le caissier, vous dites, hey, j'ai vu au poste un gars et il est sympa, il a fait un super film, pourquoi il passe pas? Super entretien qui vend super bien le film, nous dit Weston premier. Tant mieux, c'était vraiment l'idée, quoi. Et je me suis dit, il faut faire ça rapidos. Allez, bon train, vas-y, Jimmy, merci infiniment d'être passé au poste. Merci beaucoup. Et bravo. Merci. Et bravo. Et c'est super. Et bravo. Merci d'avoir mis en GAV, hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, bonne journée. Ciao. Salut. Voilà, les amis, c'était au débeauté. Normalement, on ne devait pas faire au poste aujourd'hui, mais moi, j'ai vu le film hier, j'ai dit non, on va faire quelque chose, quoi. Amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres. 1000 merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Au Poste, les Rascals, descente cinématographique dans le Paris-Baston des années 80. On prend le café avec Jimmy. Merci aux immenses modos de la paix et Ed Techno, Euriad, Jessie, Robin et Olivier. Merci à la folle équipe du site auposte.fr. Auposte.fr, abonnez-vous. Emmenés par les pétaradants Sylvia, Nicolas, Emeric, Alex et tous les autres. Merci à Blast, bien sûr, Blastos pour le partenariat. Et à la semaine prochaine.